Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. The Product Crew, c'est probablement le 500e live de TPC et le deuxième de la journée. N'hésitez C'est pas à vous vrai. présenter. On va essayer d'être le plus efficace possible. Il y a 3 semaines, que dis-je, il y a un mois et demi, nous avons lancé une grande enquête sur les salaires dans la tech parce que, pas pour faire joli, mais parce qu'on a senti un vent de changement cette année encore plus grand que 2022-2021, dû à tout un tas de choses qu'on va vous présenter. Et ça n'a pas manqué. On a eu un peu plus de 2000 répondantes et répondants, des réponses, des insights hyper intéressants qu'on va vous partager. On a l'enquête que vous pouvez lire que vous pouvez retrouver sur nos ressources sur le site web theproductcrew.io. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, dans quelle entreprise et surtout ce que vous venez chercher. Donc, on est ravis d'être avec vous. Je suis Mehdi, je suis avec Mathias. On est les deux cofondateurs de TPC. On est globalement des entrepreneurs dans la tech, voilà, avec une sensibilité très forte pour le monde du travail, en particulier du recrutement. Euh, En parlant de ça, je vais vous partager mon écran pour vous parler, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, de The Product Crew. The Product Crew, clairement, on se positionne comme le copilote de recrutement des startups et des scale-up ambitieuses. Très rapidement, on a eu la chance d'accompagner un peu plus de 600 entreprises maintenant dans le recrutement de profils product, design et maintenant engineering et data. Des très belles entreprises comme Scaleway, Appen, Itch ou d'autres. On est là pour aider nos membres non seulement à trouver une startup qui leur correspond, une entreprise tech qui leur correspond, mais pas que. On est là pour les aider à libérer leur potentiel. Ça passe par énormément de talks live comme celui-ci, ça passe par des événements physiques. Pour la communauté, on en a plein qui arrivent. Là, c'est l'été, c'est les beaux jours. Donc, on va envoyer du steak côté événement physique. Ça passe par des ressources, ça passe par du coaching. Donc, on est là pour bien plus que du recrutement, masquer des recrutements. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de builder votre équipe, de travailler sur votre marque employeur, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous mettre des QR codes tout au long de la présentation pour que vous puissiez avoir accès aux liens pour nous contacter, que ce soit pour du recrutement ou pour devenir candidat avec TPC. N'hésitez pas. Hop, sur ce, est-ce que vous voyez mon écran côté 13? Là, on est sur ton Canva, sur ta dernière slide, devenir Ok, candidat TPC. donc je vais partager ça. Et c'est bon. All Let's right, go. bienvenue tout le monde à ce grand décryptage sur les salaires de la tech en 2023. C'est parti. Donc, on va essayer de regarder les chiffres. On ne va pas rentrer dans le détail du détail. Il y a la presse pour ça. On n'est pas là juste pour lire la presse. On va plutôt jongler entre les insights qu'on a et l'analyse qu'on a faite et les insights terrain que nous pouvons vous remonter. Ce qu'on voit en fait dans les centaines d'échanges qu'on peut générer entre entreprises tech et talents chez The Product Pro. Premièrement, alors, hop, si j'arrive à changer. Donc, au programme, on va parler des tendances. Ce qui se passe en ce moment sur le marché de l'emploi dans la tech. Quelles sont les grandes tendances, les grands mouvements à avoir en tête. On va parler de la rémunération. On va essayer de décrypter, voilà, métier par métier, vertical par vertical, ce qui se passe côté salaire. Et puis, on finira par une partie tips, conseils. On va essayer d'être assez succinct pour passer aux questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous mettre vos questions dans le chat. Ça devrait durer une petite vingtaine de minutes, une bonne vingtaine de minutes bien tassées. Alors, niveau tendance, on a eu 3 années assez folles en réalité, les années depuis Covid. 2020 a été donc une année de rétractation très très forte du marché de l'emploi en Q2, mars-avril. Clairement dû au confinement et au Covid. Ça a été vraiment soudain. Et puis, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a connu un rattrapage, d'abord tout doux, et puis ensuite de plus en plus accéléré,
jusqu'à avoir une année 2021 qui a été plutôt très forte en termes d'emploi dans la tech et une année 2022 qui a été explosive. Enfin, ça a été vraiment la folie, d'où tous les phénomènes qu'on a connus en 2022 de pénurie, d'augmentation très très forte des salaires. On va revenir dessus. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2022, surtout tout début d'année. Q1, Q2, à un moment où on a des énormes levées de fonds qui se font. À partir de Q3, donc juin-septembre 2022, on commence à voir un marché qui se rétracte doucement et puis qui clairement se gèle petit à petit jusqu'à revenir à une situation de réajustement. Donc aujourd'hui, on est clairement, le terme qu'on va beaucoup utiliser, que vous allez beaucoup entendre, c'est réajustement. Réajustement d'abord sur les recrutements. Donc là, vous avez probablement entendu parler des divers licenciements qu'on voit dans la tech. C'est à prendre avec des pincettes. Ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, entre guillemets. C'est vraiment, on est plutôt dans le réajustement. C'est des entreprises tech qui avaient massivement recruté en prévision d'énormes croissances post-Covid. Après Covid, faut se mettre à la place dans la tête des investisseurs, des cofondateurs. On est dans un moment où le online est en train de boomer. On est dans un moment où on parle de Web3, on parle de métaverse. On parle d'une société, d'une humanité qui va migrer complètement sur le cloud. Ce n'est pas ce qui s'est passé finalement. Mais voilà, ça s'est traduit par des hypothèses de recrutement extrêmement fortes, pas que sur les entreprises qu'on cite, Open Classroom, Payfeedback Market, Contentsware, mais sur bien d'autres scale-up. Et là, aujourd'hui, ça s'est un peu réajusté. Aujourd'hui, les scale-up sont beaucoup plus frileuses lorsqu'il s'agit de sourcer des talents produits ou tech, surtout des talents head-off et CPO. On est dans un moment où la partie évaluation est extrêmement se fait avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de volontarisme, surtout sur des profils très seniors. Et le job de talent acquisition manager s'est largement développé. C'est un des jobs les plus pénuriques en ce moment dans la tech pour plein de raisons. C'est un job qui a énormément de valeur, qui apporte énormément de valeur aux scale-up et aux startups. C'est des professionnels qui permettent justement d'éviter les erreurs de recrutement qui peuvent être très, très coûteuses. Donc ça, c'est un premier constat. Le second, c'est qu'on voit qu'un phénomène apparaître. Nous, on a vu un phénomène apparaître qu'on ne connaissait pas avant, qui est celui des contrats freelance longue, voire très, très longue durée. Ça s'explique par une flexibilisation très claire du marché du travail. On préfère avoir typiquement un brand designer ou une product designer sur une période d'essai freelance d'un mois et puis derrière renouveler ça pendant 3 mois, 2, 3 fois, c'est des choses qu'on voit vraiment beaucoup. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un en CDI dont on ne va plus avoir besoin parce que la politique budgétaire change, parce que la stratégie change, parce qu'on a besoin de moins de squad. On préfère être beaucoup plus agile, surtout dans les organisations un peu importantes. Voilà, et il y a d'autres solutions aussi qu'on va privilégier, qu'on voit beaucoup arriver lorsqu'il s'agit de recruter des profils, notamment beaucoup en product management. On voit de la mobilité se faire, donc des anciens Customer Success Managers, CRM Managers, développeurs qui deviennent product. Ça se fait pas mal. Des seniors aussi qui deviennent head-off ou VP. On préfère largement, dans un contexte de réajustement, de réduction budgétaire et de volonté de ne pas prendre trop de risques, on préfère largement aller chercher quelqu'un qui va être head-off et qui va chapeauter toute la partie produit et qui va rester dans ce scope métier plutôt que avoir un C-level, un CPO, une CPO qui va nous coûter probablement 2 fois plus cher pour un niveau de management dont on n'est pas sûr qu'on en a besoin sur les 6 prochains mois. C'est un peu ce qui se passe. On vous a mis des petits verbatims, on a demandé à la communauté leurs avis sur pas mal de sujets. Là, c'est un dev front-end qui nous dit ce n'est plus l'heure de poser sa démission pour aller chercher des augmentations de salaire. Clairement, que ce soit pour aller chercher des augmentations de salaire ou pour d'autres raisons, on a vu des phénomènes un peu
Enfin, il y a un peu de démission, enfin pas se généraliser, mais on a vu des choses enfin des démissions un peu abusives l'année dernière ou l'année d'avant, des choses du type OK, je démissionne parce que je ne suis pas en phase avec la vision de la boîte. On a vu aussi des démissions pour aller faire de l'entrepreneuriat ou parce qu'on changeait de job tout simplement ou qu'on voulait rejoindre une entreprise à impact. Ça, c'est des phénomènes qu'on voit moins aujourd'hui dans la tech. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie, si vous voulez creuser, si c'est des choses qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous parlent, des situations qui vous parlent, n'hésitez pas à nous le partager. Vraiment, je pense que on est là pour un peu partager nos insights, chacun au-delà de ce qu'on voit sur l'étude. Donc voilà, Yes, il y a John justement qui dit c'est rassurant, j'ai démissionné il y a 3 semaines. Donc super, je Jade, fais des bien heureux, joué, je fais good des heureux. timing. Beaucoup de réactions, vous êtes plus de 200 dans le live là, donc ça fait très plaisir. Continuez à nous envoyer du feed et on va commenter. Ouais, ok. Voilà, réajustement sur les recrutements, réajustement sur les salaires. Côté salaire, alors nous, ce qu'on constate sur la plateforme TPC, encore une fois, vous avez vraiment toute l'étude, vous pouvez aller la voir, c'est assez fantastique les datas qu'on a compilées. Merci beaucoup Maïlis, qui est grosse chez nous et qui s'est converti en data analyst pour cette étude. Côté salaire, donc ce qu'on voit, c'est un drop sur les propositions de salaire qui sont faites aux juniors et aux confirmés. On n'a pas beaucoup de juniors dans la communauté The Product Crew, on est plutôt sur des profils confirmés, on a des juniors plutôt à haut potentiel. Sur les quelques juniors qu'on accompagne, on a vu un drop assez significatif sur les propositions de salaire. C'est un peu ce qui se passait l'année dernière où on avait, je me souviens d'une candidate qu'on a accompagnée chez TPC qui est rentrée en sortie d'école avec une alternance qui est rentrée product designeuse à 57K en full remote au 4/5e. Impossible de retrouver ce genre de situation. Et de manière générale, les startups l'ont bien comprise. Elles continuent, le marché continue à être pénurique, elle continue à être extrêmement euh, euh, à faire gaffe à la façon dont elles évaluent et avoir besoin des profils produits et tech. Mais par contre, elles vont clairement pas s'aligner là où c'était beaucoup plus le cas l'année dernière. Cette année, elles vont clairement pas s'aligner sur des propositions qui dépassent largement les grilles du marché ou leurs grilles internes. Donc ça, c'est un premier point. Un second point, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de 10% des offres sur la plateforme TPC qui proposent du full remote. Le full remote, c'est un peu dégénéralisé pour le coup. C'est un vrai phénomène. Surtout côté dev, on a des entreprises qui clairement galèrent, sont sur la région de Bordeaux, de Nantes. On a d'excellents devs dans la communauté, en full remote, en Bretagne, dans le nord de la France, euh, qui peuvent correspondre parfaitement et mais qui malheureusement sont nextés lorsqu'on montre leur profil, se font nexter, mais très très vite, tout simplement parce que le full remote aujourd'hui n'est plus. C'est comme si cette période un peu de réajustement enfin dans cette période de réajustement, les entreprises avaient besoin de renforcer leur culture, renforcer la présence de leur collab. Et donc la norme, ça reste le travail hybride en fait, le télétravail hybride. Voilà ce qui se passe. Et aussi, l'autre chose qu'on constate nettement, c'est sur les profils C-level hors CTO, qui sont un cas à part. Sur les profils C-level, non seulement les offres sont plus rares, mais les propositions de salaire à plus de 100K enfin, ce qui était vraiment la norme il y a quelques temps encore. Nous, on a vu des répondants à notre enquête dépasser largement ce montant, dépasser les 150, 200. Ces montants-là, aujourd'hui, on les propose beaucoup, beaucoup moins. Pas pour des questions de restriction budgétaire, quoique si un peu, mais surtout parce qu'on anticipe en fait plutôt des ralentissements plutôt que
une expansion qui justifierait d'avoir ce genre de rôle. La rentabilité, c'est le terme qu'on entend le plus en ce moment sur LinkedIn et c'est justifié. La tendance est clairement à la rentabilité. Il n'y a qu'à voir côté chiffres. Les levées de fonds, c'est assez dingue de voir à quel point les levées de fonds, non seulement elles se sont déplacées sur d'autres secteurs d'activité, mais en plus de ça, elles se sont réduites en volume et en valeur. Janvier 2022, on est à 2,7 milliards. Mais janvier 2022, c'est une période c'est une période folle. Janvier 2022, je crois que si on regarde ces 5 levées de fonds, top levées de fonds en 2022, elles se font Q1, donc 2-3 se font en janvier, peut-être Docto, Conto. J'ai plus les chiffres en tête. Content Square, c'est la seule qui se fait un peu tard. Elle se fait pendant l'été, je crois. Et sur les 10 plus grosses, la 10e, c'est peut-être Payfit ou une autre, et elle est largement au-dessus de la première de 2023. Elle doit être à 200 millions ou plus. Donc voilà, il y a un vrai, une frilosité, on va dire qu'on a des invests qui continuent d'investir, mais qui continuent d'investir de manière plus diversifiée, des petits tickets dans des secteurs plutôt en essor, plutôt que de manière hyper massive dans des scale-up dont les valos ont largement dépassé enfin, la réalité de leur marché, de leur business model et de leur chiffre d'affaires. Donc c'est un peu ce qu'on voit. C'est traduit ici par Adrien qui nous dit le marché s'est complètement retourné. Les entrepreneurs cherchaient auparavant des plateformes scalables, créer des plateformes scalables. Ce sont maintenant, pour lever des fonds et s'internationaliser rapidement, ce sont maintenant les nouveaux enjeux autour de l'impact. Ça, c'est très vrai. L'impact est un vrai. Enfin, au-delà de la rentabilité financière, l'impact social et environnemental, c'est un vrai sujet pour tout un tas de raisons. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, on est là pour échanger encore une fois. Voilà, et on vient à la partie un peu qui nous donne des raisons d'être optimistes et des vraies raisons d'être optimistes. L'autre jour, je discutais avec un head of product d'une super scale-up qui me disait qu'en ce moment, c'est un peu chaud et qu'il regardait un peu ce qui pouvait se passer sur d'autres scale-up pour pourquoi pas changer de perspective. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, surtout quand on est dans ce genre de situation, qu'on a connu une phase de croissance, qu'on a énormément de compétences à revendre, ce qui va être intéressant, c'est de regarder dans des secteurs d'activité qui sont en plein essor. On a énormément de secteurs et beaucoup de petites startups qui, en ce moment, sans faire de bruit, tracent leur chemin, sont en train de réinventer ce qui se passe côté cybersécurité, comme Control, comme Tenacity, côté Green Tech, côté EdTech, comme Cursus, côté aussi dans le consulting, il y a des très très belles choses qui se font côté entreprise de consulting. Côté grands groupes aussi, il y a pas mal de grands groupes qui ont internalisé, qui internalisent, c'est une grosse tendance aujourd'hui, je pense à Decathlon, à LVMH, la Société Générale et d'autres qui internalisent, et c'est hyper intéressant, les fonctions produits et les fonctions tech. L'intelligence artificielle est un énorme secteur sur lequel il faut parier, sincèrement, côté skills, côté investissement. Donc c'est un peu ce qu'on voit. Il y a aussi la fintech qui continue, où vous avez des produits qui continuent de se créer, des investissements. Il y a beaucoup de rachats, de fusions-acquisitions qui se font dans ce secteur-là. Donc vous avez quand même un essor de certains secteurs et une demande sur certaines compétences qui est clairement accrue. Aujourd'hui, si on veut un peu prendre des paris, ça va être les paris des compétences, quoi, des skills, tout simplement parce que même s'il y a du réajustement, même s'il y a certaines startups qui continuent de recruter, qui ont d'énormes besoins, notamment pour des first PM, des first product designers, ou alors des profils engineering manager, CTO,
en fait, il y a certaines compétences qui vont être largement plus recherchées que d'autres. Et s'il y a une notion, un insight à garder en tête, c'est que la tendance est à la full stackisation. Donc, vous avez clairement envie d'être un profil full stack, un profil un peu T-shaped. On voit beaucoup ce terme revenir en ce moment. Un profil expert dans un domaine, dans un secteur d'activité, je ne sais pas, en UI design, en user research, mais qui en même temps peut faire beaucoup d'autres choses. Dans le produit, ce qu'on voit sur les profils product, ce qui est largement demandé, c'est les profils à impact, c'est les profils qui savent faire de la discovery, qui connaissent évidemment les problématiques tech, qui ont une expertise, donc sectorielle ou en termes de skills, et qui ont une mineure, entre guillemets, en data et en UX, et ou en UX extrêmement forte. Côté data, vous allez voir que le terme discovery revient sur tous les métiers. C'est le plus gros des échanges qu'on a aujourd'hui avec nos partenaires chez The Product Crew. On veut des profils extrêmement forts en discovery. On veut des devs qui ne pissent pas du code toute la journée, mais qui savent parler à des clients, remonter des insights, prendre en compte les besoins de terrain. C'est des expressions qu'on entend dans la bouche de CTO. Voilà, pareil côté engineering, discovery, impact business. On ne l'a pas mis ici, mais la partie infra est largement aussi recherchée. Si on peut aller chercher des lead tech qui savent gérer, qui savent programmer, gérer de l'archi, de la CI/CD et qui en plus de ça savent gérer de l'infra, ce qui peut nous éviter d'aller chercher un autre profil DevOps, c'est d'autant mieux. Et pareil, évidemment, côté design, donc certains profils restent pénuriques, globalement les profils full stack. On passe à la deuxième partie, qui est celle de la rémunération. Je vais te laisser la main, Mathias. Hop, Yes. Hop, je vais passer du coup à une partie qui va évidemment tous vous intéresser, puisque c'est la moula. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais. Ok, trop cool. Bon, alors, évidemment, on va parler de rémunération. C'est un peu l'un des grands sujets de cette étude. Vous avez tous accès à l'étude. Aujourd'hui, là, l'idée, c'est pas forcément d'aller dans le détail de chacun des métiers qui ont été couverts et de vous donner par niveau de seniorité le montant, mais plutôt de vous apporter des insights. Et j'en ai sélectionné 6 avec Mehdi, qu'on veut vous partager pour vous donner un petit peu une idée globale des dynamiques et de la cartographie aujourd'hui de ce qui se passe côté vraiment rémunération sur le marché. Donc, vous avez le QR code en haut à droite. N'hésitez pas à regarder si vous avez des questions très spécifiques sur votre rôle directement dans l'étude. Il y a énormément de slides, énormément d'angles pris sur vraiment tous les métiers et donc vous trouverez des réponses à toutes vos questions. Plus globalement, le premier insight, c'est que les startups early et les scale-up sont celles qui, aujourd'hui, d'après l'étude, proposent les salaires les plus élevés. Pour tous ces métiers qu'on a couverts, on est sur 62K en moyenne. Et le gap est assez énorme puisque si on regarde côté agence et entreprise de conseil, on est 12K en dessous. Et vous voyez en dessous, là, un peu on va dire, les moyennes par type d'entreprise. Donc, le gap est assez large. Clairement, les 2 dernières années de sur-boosting par les levées font que côté scale-up et côté startup early, il y a eu des besoins très, très urgents. Il y avait du cash. On a recruté au prix au-dessus des prix du marché. Et clairement, c'est l'hypothèse principale pour expliquer justement un peu ce boost qui est un peu mis en perspective aujourd'hui parce que vous remontez Mehdi sur le fait que globalement, on voit quand même que les prix des REM sur les nouvelles offres qui s'ouvrent sont environ 10% en dessous. Et au milieu, vous avez un peu le public, les grands comptes qui sont au centre, qui proposent des rémunérations qui à peu près moyennes. Deuxième insight, c'est que, et ça vous allez être étonné, l'expérience joue dans la rémunération.
Alors pourquoi on veut quand même vous le dire, c'est qu'en fait, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs réalités. On remarque effectivement qu'à partir de 5 ans d'expérience, il y a vraiment des jumps sur les salaires, puisque vous devenez expert sur votre métier, et ça, on le remarque sur tous les profils. On remarque aussi que dès qu'on passe sur des niveaux de management élevés, au-delà de 5-10, on a des vrais jumps. Sur des profils C-level, il y a vraiment plusieurs réalités aussi. C'est-à-dire que si vous êtes CPO avec plus de 50 personnes au management, vous allez être bien au-dessus d'un CPO dans une early stage startup. Donc voilà, toutes ces réalités sont confondues, mais néanmoins, on voit quand même que management plus expérience au-delà de 5 ans vraiment permettre d'élever les REM. Cela dit, et c'est un peu une nouveauté, un peu sur le modèle de ce qui se passe aux US, on voit de plus en plus de contre-exemples à cette moyenne, puisqu'il y a plein de contributeurs individuels, et on l'a vu dans l'étude sur tous les métiers, qui, grâce à leur expertise, arrivent à toucher plus qu'un manager sur le même métier. Aujourd'hui, c'est plus une tendance à avoir des contre-exemples à l'intérieur de l'étude, mais être contributeur individuel ultra expert sur votre verticale, aujourd'hui, ça peut vous emmener vers des salaires super élevés. Troisième insight, si on regarde au niveau des secteurs qui rémunèrent le mieux, aujourd'hui, ce qu'on remarquait dans l'étude, c'est e-commerce, fintech et plus globalement SaaS. À partir du moment où vous cochez ces cases-là, vous êtes sur ces industries-là, il y a un vrai lift. Néanmoins, c'est clairement corrélé à, on va dire, la trend autour des levées de fonds et du fait que ces secteurs-là étaient particulièrement porteurs et particulièrement boostés par les levées de fonds ces dernières 2 ans. Donc voilà, ça s'explique aussi un peu par ça. Et si vous êtes intéressé par les types d'entreprises qui payent pour votre métier en particulier, je vous ai mis pour les métiers principaux, product, design, dev et data, un peu les types d'entreprises qui payent le mieux. Mais si vous allez à l'intérieur de l'étude, vous verrez que vraiment vous avez tous les métiers qui sont couverts. Vous allez voir un peu aussi par type d'entreprise où est-ce qu'il faut aller si votre prio est sur la REM. Un autre insight qui est vraiment important pour nous et qu'on voulait partager, c'est que aujourd'hui, les femmes elles restent largement moins bien payées d'après l'étude. Nous, ce qu'on constate, c'est en moyenne 6K brut de moins qu'un homme. Par rapport aux moyennes, c'est plus de 10% de moins sur nos métiers de la tech. Et on pourrait être tenté de dire oui, certes, mais le gap se réduit. Ce n'est pas ce qu'on constate. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le gap, a priori, continue à s'élargir puisqu'on a demandé à tout le monde s'ils avaient eu des augmentations sur les 12 derniers mois. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes sont plus augmentés. 56% disent oui, alors que seulement la moitié des femmes. Et aussi sur les grosses augmentations, donc plus de 10%, pareil, les hommes sont plus souvent plus augmentés, très fort, au-delà de 10% que les femmes. Donc voilà, c'est un peu pour casser les stéréotypes et l'idée selon laquelle on sait que la rémunération est moins élevée, mais l'écart a tendance à se réduire. Ce n'est pas ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui. Autre insight sur le full remote, je sais que ça avait beaucoup parlé. Voilà, Mehdi disait juste avant qu'il y a un petit changement de paradigme léger là sur les politiques de full remote. De base, il faut savoir quand même que c'était plutôt à destination des profils plus seniors qui avaient qui avaient le luxe, on va dire, de pouvoir être en full remote. Ça concerne, je crois que quelques pourcents. Donc voilà, vous êtes 94% à avoir au moins un jour de télétravail. Si vous faites partie des 6%, vous pouvez choper cette petite stat, allez la poser à votre patron demain matin. 94% des gens ont au moins un jour de TT, donc ça, c'est quand même le minimum et ça le restera probablement. Mais voilà, il n'y a que 19% qui sont en full remote, c'est vraiment des profils seniors, plus majoritairement des devs, des designers et aussi des freelances dans l'étude qui étaient plus concernés. Globalement aussi, ce qu'on voit, c'est que pour les Français à l'étranger, les salaires sont plus élevés. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'ils rejoignent, tu as des profils d'excellence qui rejoignent en tant qu'expat des gros scale-up à l'étranger. Et voilà, on voit Amsterdam, Londres, les salaires ont tendance à être beaucoup plus élevés qu'en France. Par contre,
au sein à l'intérieur du gap province versus grande ville et versus Paris, on n'a pas constaté des gaps si élevés que ça. Aujourd'hui en France, Paris, Nice et Grenoble, c'est les villes où on constate que les salaires sont les plus élevés. Et je vais finir juste par la question de changer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait? Est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit votre rémunération et vous avez peut-être aussi d'autres raisons de rester dans vos rôles? Vous êtes quand même 64% envisagé de changer cette année. Donc voilà, premièrement, je pense que vous n'êtes pas forcément très flippé par les annonces. En tout cas, voilà, il n'y a pas de gros recul sur les envies de changer de métier. Il y a quand même 2 tiers qui l'envisagent. Et les raisons évidemment qui reviennent le plus, c'est le salaire trop faible, clairement numéro 1. Et en dessous, on en a quelques autres ce besoin de changer. On a vu que par exemple sur les startups, le roulement se fait en moyenne tous les 18 mois. La question du mauvais management revient énormément. L'envie justement de bouger, de partir en province, les déménagements, cette envie d'impact. Ça tombe bien parce que vraiment ce que demandent les boîtes en ce moment, c'est de l'impact, du ROI, du focus business, les difficultés économiques et cette envie peut-être aussi d'être plus indépendant. Et on le sent aussi dans nos échanges avec la communauté, de plus en plus de profils, même product, en dehors du design ou en dehors des métiers comme le dev qui sont de base assez enclins au freelance. On a de plus en plus effectivement cette volonté-là des membres qui remontent. Donc voilà un petit peu pour toute cette partie. Je vais te relaisser, Mehdi, le slider pour terminer avec... Ouais. Ouais. Venez chez Foodles. Beaucoup de réactions. Je n'ai pas vu les réactions du coup dans le chat. J'avoue, allez rejoindre Thomas et Manon chez Foodles. C'est une Foodles. super boîte tech. Non, ouais, mais mettez-nous vos réactions et surtout un peu n'hésitez pas à envoyer vos questions. On va finir par une petite partie sur un peu ce que nous, on vous recommande par vertical métier. Ça va être globalement, vous allez avoir quelques conseils qui vont revenir sur les 4 verticales. Si on parle des designers, sur les designers, aujourd'hui, absolument tous les designers qu'on présente qui n'ont pas un portfolio abouti se font nexter. Quel que soit le niveau de seniorité, le niveau d'accomplissement, le background. J'ai travaillé chez Swile, Blablacar ou Conto, que sais-je. Pas de portfolio, vous allez vous faire nexter. Donc, travaillez votre portfolio, travaillez-le. Ça vaut aussi côté dev. Si on parle de GitHub ou GitLab, mais vraiment travailler dessus, c'est assez important. On sait que le rôle de First peut faire peur, First PM, First Product Designer, mais First Lead Tech ou autre, mais il y a des vrais paris à aller chercher, notamment sur les secteurs qui sont en plein essor. Pour certaines startups, il y a vraiment des... Là, on est un peu dans une période de renouvellement, c'est un peu comme 2012-13, quand on voit qu'il y a une plateformisation qui se fait, il y a énormément de SaaS qui se montent. Il y a plein de boîtes qui recherchent leur first. C'est un peu une période similaire. Donc, ce que je conseille à nos amis Head of Product, Head of Engineering, Head of Design qui veulent se renouveler ou alors qui malheureusement prennent un plan de départ, c'est de regarder de ce côté-là. De regarder beaucoup sur le côté first et de repartir si ça fait sens pour eux sur un challenge un peu plus entrepreneurial parce que ils et elles peuvent s'éclater et il y a des besoins. Il y a beaucoup de besoins. Ces entreprises veulent des profils qui ont connu une phase de croissance, qui ont connu une phase de scale et qui peuvent venir la répliquer et apporter toutes leurs méthodes et leur savoir-faire. Voilà, la question des skills aussi, elle va revenir sur absolument tous les métiers. C'est une bonne période pour vous former si vous en avez le temps, pour creuser certains sujets, pour faire des side projects. Voilà. La question des communautés, rejoindre des communautés aujourd'hui, c'est la base tout simplement parce que de plus en plus, les recruteurs se tournent vers les communautés et moins vers les plateformes généralistes. Tout simplement parce que c'est là où on croise les profils les plus qualis,
les gens qui partagent beaucoup, qui ont une vraie culture métier approfondie et qui peuvent en fait apporter plus à leurs recruteurs que s'ils n'étaient pas dans les communautés. Voilà pour les designers. Si vous êtes designer, que vous avez des recommandations côté salaire et carrière, envoyez-les nous sur le chat. Ça aidera tout le monde à se situer. N'hésitez pas. Pour les products, on va être sur des profils où en fait, c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais on va être sur des profils où non seulement on a besoin de gens extrêmement full stack, euh, et de plus en plus, on voit des gens qui se font nexter en entretien parce que il ou elle voulait faire uniquement de la discovery. Voilà, mais parallèlement à ça, on a quand même besoin de gens qui sont extrêmement bons. Enfin, sur certaines entreprises, on a besoin de gens qui sont spécialistes, notamment, je pense par exemple à des product managers spécialistes du monde de la paye, spécialistes du monde du retail, des product managers en cybersécurité. Ça, c'est des choses extrêmement spécifiques et c'est des profils qui sont d'autant plus rares et d'autant plus valorisés. Donc voilà, l'expertise est valorisée et pensez à quelque chose aussi, pensez ça vaut pour les products, mais ça vaut pour tous les autres métiers. Pensez lorsque vous cherchez à changer de carrière, à le faire à un moment où vous avez connu un milestone. Je prends souvent la métaphore de l'autoroute. Vous n'avez pas envie de sortir de votre quatre voies là, comme ça, n'importe comment. Vous avez envie de sortir à un moment où ça fait sens, où il y a une sortie en fait d'autoroute, tout simplement. Euh, et, euh, et ça, c'est par exemple j'en sais rien, lorsque vous avez aidé une boîte à scaler, par exemple, lorsque vous avez, c'est pas recruté trois PO, PM et que ça fait sens d'aller chercher un autre challenge, lorsque vous avez réussi quelque chose en fait et que vous avez quelque chose de considérable à revendre, une expertise à revendre, que vous êtes cassé les dents là-dessus et que vous avez envie d'aller la répliquer sur un autre challenge, pensez-y, c'est à ce moment-là en fait que votre profil sera le plus valorisé et c'est à ce moment-là que vous aurez la main lorsqu'il s'agira de négocier, notamment notamment d'un point de vue salaire. Nous, les plus gros gaps salariales qu'on voit, c'est typiquement à 3, 5, 7 ans. C'est clairement lorsque vous avez connu, je ne sais pas, 3 ans dans la même boîte où vous avez réussi à scaler, à monter plusieurs squads, à aller très très loin sur des sujets très complexes. C'est à ce moment-là que revendre cette expertise devient extrêmement intéressant pour vous. Dans le monde de l'engineering, là, c'est un peu plus spécifique. On a des entreprises qui sont plus sélectives qu'avant, là où avant, on pouvait prendre quelqu'un euh, qui, euh, qui était extrêmement fort en vue alors qu'on a besoin, qu'on est plutôt en React. Et c'est pas grave, cette personne a suffisamment d'expérience en JavaScript pour pouvoir changer de métier assez rapidement et s'adapter à. En fait, aujourd'hui, on recherche des profils qui sont qui font directement du React. On cherche des profils qui tapent dans le mille. Pareil, les profils full stack sont vachement plus demandés. Et pareil que pour les product designers, on regarde beaucoup plus les portfolios, on regarde beaucoup plus aussi les profils LinkedIn. On a fait récemment un gros live tuto sur le workshop sur les LinkedIn de développeurs, comment l'améliorer. Et c'est un vrai atout lorsque vous êtes dev d'avoir un LinkedIn bien taffé. Voilà, pour les fronts, ça va être plutôt les compétences back qu'il va falloir aller un peu développer. Donc, les API, les states, les frameworks populaires. Pour les backs, c'est l'inverse. Donc, il y a un peu de connaissances côté JS, côté front. Globalement, pour les talents dev, la sensibilité produit, encore une fois, la sensibilité discovery est de plus en plus un nice to have, voire un must have. Voilà, et pour les profils data, il y a un rôle qui est en train d'exploser. C'est le rôle de data eng.
C'est un rôle beaucoup plus ops et ça me fait penser qu'en ce moment, les profils ops, quels que soient les métiers, ont vachement le vent en poupe, que ce soit les product ops, les design ops, les sales ops, tout simplement parce que il y a il y a des vraies problématiques de réduction de coûts, de gains de productivité, de réorganisation dans beaucoup d'entreprises. Donc, si c'est un peu une sensibilité que vous avez, bah, n'hésitez pas à foncer, franchement. Voilà ce qu'on peut dire sur les profils data. Et pour nos amis recruteurs, pour les cofondeurs qui recrutent, pour les talent acquisition managers, ce qu'on a envie de vous partager, euh, c'est de garder en tête qu'on est quand même sur un marché pénurique. Malgré cette histoire de réajustement, on est quand même sur un marché où les talents restent, les candidats, surtout les bons, restent quand même vachement chassés, vachement chassés. Ça n'empêche que il y a quand même une réalité à prendre en compte, c'est celle de l'économie, de est-ce qu'on va lever dans 6 mois, est-ce qu'on va réussir à passer d'une série C à une série D. Et donc, en fait, cette histoire de budget limité, cette histoire de, en fait, on a besoin de talent acquisition managers qui savent faire mieux avec un budget limité, elle est très vraie. Nous, on parle avec énormément de talent acquisition managers, on se rend compte que euh, elles font beaucoup de choses. Enfin, je dis elles parce qu'en vrai, on parle à beaucoup de femmes. Il n'y a pas que des femmes, mais elles font beaucoup de choses. Elles font du sourcing, de la marque employeur, développent des guides d'interview, des guides d'onboarding, forment des hiring managers, travaillent sur la diversité, l'inclusion et la parité. Donc, c'est un travail sur la strat, accompagne le business. Donc, c'est un job qui devient extrêmement intéressant, qui devient full stack. Voilà, donc si vous êtes recruteur ou recruteuse, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là et à vous former. Nous, on peut vachement vous aider. On sort énormément aussi de contenu sur les métiers, sur la culture tech à destination des recruteurs. Donc, on peut vous accompagner là-dessus. Et le dernier conseil, c'est évidemment de bien choisir vos partenaires, de bien choisir vos partenaires, parce qu'un recrutement peut coûter cher et vous avez envie de partenaires comme The Product Crew qui peuvent vous aider à aller le plus loin possible, évidemment. On arrive au bout. On va passer à la partie questions. On a la chance d'avoir eu quelques questions déjà au préalable. Donc, on va peut-être les prendre. Et puis, celles qui sont sur le chat, n'hésitez pas à, à nous les poser, mais aussi à partager vos sentiments sur tout ce qu'on vient de vous présenter. Alors, Yes, tout à fait. On va peut-être passer un petit peu sur les questions. Il y a eu énormément de réactions. Donc, si tu veux, je te fais une petite CLSAO, Mehdi, et puis on enchaîne. ok, let's go. Je te dis ça et en même temps, je n'ai pas encore choisi une question. Ouais. Il y a quand même une question qui est revenue souvent, nous, c'est quelle est la technique pour augmenter son salaire? Ah, grave. Quelle est la technique pour augmenter son salaire? En fait, il n'y a pas de miracle. On monte son salaire lorsque on prouve qu'on a de l'impact. Euh, en gros, faut montrer que vous avez de l'impact. Faut montrer que vous avez de l'impact. Et ça passe beaucoup par les entretiens en interne ou en externe, à montrer que en fait, vous avez extrêmement bien compris les problématiques produits ou design ou tech et que vous avez en fait les armes pour répondre à ces problématiques, que vous fittez avec la culture de la boîte. Donc, ça passe beaucoup par ça. Après, bon, il y a des techniques un peu de charreau qui consistent à faire jouer plusieurs recruteurs entre eux, faire en sorte d'arriver dans plusieurs final rounds en même temps, poser des deadlines, ce genre de choses. On a plein de tips qu'on ne va pas vous partager forcément, mais il y a des choses comme ça qui aident à créer de l'urgence. Je dirais aussi que la spécialisation, l'expertise, tout en restant encore une fois T-shaped et full stack, mais l'hyper spécialisation, si vous avez un domaine dans lequel vous avez envie, vous pouvez vous spécialiser, que ce soit, on le voit dans l'étude, on voit que clairement les leads UI designers gagnent beaucoup plus que les head of design. Donc voilà, si c'est sur le mobile par exemple,
si c'est sur de la fintech, l'hyper spécialisation est toujours gagnante. Mais voilà, il n'y a pas de miracle. Il faut être bon. On connaît les bons dans le monde du produit et on sait qu'ils sont vachement Ouais, valorisés. ouais, tout à fait. Et j'ai envie de dire, juste pour résumer, ayez du levier, que ce soit du levier de négociation avec des offres à côté ou une capacité à vraiment chiffrer l'impact business que vous êtes capable d'apporter, chiffrer les business sur lesquels, enfin les projets sur lesquels vous avez eu de l'impact et utiliser les opportunités d'échange comme les reviews annuels pour vraiment voicer très clairement ce que vous attendez. Sachez juste, et souvent beaucoup de gens le font, attendent en fait qu'on comprenne euh, que vous voulez une augmentation. Non, soyez clair sur ce que vous désirez Mm. et clair sur pourquoi vous le désirez. Il y a une question qui est passée sur les profils juniors. Je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde aussi. C'est de Belinda. Je te la pose, Mehdi. Ça peut paraître bête comme question, mais en tant que PM junior, en sortant d'une formation, comment est-ce qu'on peut se démarquer auprès des recruteurs? Et je pense que c'est valable aussi pour les devs juniors et les designers aujourd'hui. Euh, Ouais, ouais. En fait, pour le coup, j'ai de la chance d'avoir accompagné pas mal de PM en reconversion chez Maestro. Il y a, enfin, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement clair, même aujourd'hui, après coup, c'est qu'en fait, vous avez envie au-delà de la reconversion, vous avez envie de développer vos compétences de PM. Ça passe par, je sais pas, un projet annexe, accompagner un ou une entrepreneuse sur son produit tech. Ça peut passer par. En fait, il y a tout un tas de choses qui font que vous pouvez, même en situation de reconversion, mettre les mains dans le cambouis. Ça sera d'autant plus apprécié. Et puis, ne pas repartir de zéro, valoriser ce que vous avez fait au préalable. Si vous avez été CSM ou account manager, il y a beaucoup de choses et d'éléments voilà, donc, enfin, que vous pouvez mettre en avant. Pareil, si vous avez été dev au préalable. Si vous partez d'une reconversion un peu totale, un peu forte, où vous avez changé de secteur d'activité, vous étiez dans le luxe ou dans le conseil en transformation depuis hyper longtemps, et que vous changez non seulement de secteur, mais aussi de métier, ça sera un peu plus complexe pour vous. Euh, le... Ça va demander un peu plus de travail et il y a peut-être des étapes intermédiaires à aller chercher. Nous, on a vu des gens extrêmement talentueux voilà, faire des reconversions fortes comme ça et en fait devenir rentrer au marketing dans une entreprise tech parce que ça faisait vachement sens. Je sais pas, euh, au BizDev dans une entreprise tech ou aux opérations, ça faisait vachement sens, ou au product marketing, et puis ensuite devenir product manager par la suite. Donc, le tout, c'est un peu d'essayer d'être cohérent et d'être hyper hands-on. non, j'ai plus de son. Yes. Ah, pardon. J'entends plus. Euh, Est-ce qu'on tend, alors là j'ai une question aussi, est-ce qu'on tend vers un alignement à la hausse des salaires pour les product designers versus les product managers? J'ai envie de dire que en fait, c'est déjà le cas. Nous, on a eu un énorme, enfin, on a sorti une étude assez large sur le sujet en novembre dernier, qu'on a présenté chez Figma, où en fait, ce qu'on constate, c'est que le product design a fait sa révolution, un peu comme le product management. Il a fait sa révolution culturelle, sa révolution, c'est-à-dire que c'est devenu une fonction extrêmement légitime aujourd'hui. Et en plus de ça, aujourd'hui, enfin, c'est des fonctions qui sont encore plus pénuriques que les fonctions produits. Donc en fait, l'effet de rattrapage, c'est déjà le cas aujourd'hui. L'étude le montre. Euh, et, euh, et, euh, et ce qui est bien lorsque vous êtes product designer, c'est que vous avez rattrapé les salaires de product, donc vous êtes plutôt pas mal loti. Mais en plus de ça, vous avez les avantages, des avantages que peuvent avoir
que peuvent avoir les devs, tels que le full remote ou le fait de négocier des 4/5e ou ce genre de choses, quoi. Il y a beaucoup de product designers. En fait, le marché est tellement petit, tellement pénurique qu'il y a beaucoup de product designers qui peuvent négocier ce genre de situation. Yes. Quand est-ce que T'as tu vois le marché Alexia aussi. repartir? Excuse-moi, Mathias, t'avais une Vas-y, question. vas-y. Ouais. C'est pas grave, je te la pose après. Quand est-ce que tu vois le marché repartir? Impossible à dire. Mais enfin, enfin, pour en parler avec beaucoup de gens, des entrepreneurs, des CPO, ce qu'on va voir là probablement, c'est des scale-up en fait, ne pas réussir à faire le bridge quoi, entre série C, série D. Et ça va entraîner des phénomènes de plans de licenciement ou des phénomènes de fusion-acquisition au rabais, des boîtes qui vont se faire voilà, racheter par des concurrents allemands, américains ou par leurs concurrents français. Enfin, j'ai le sentiment qu'on va passer par une période comme celle-là, mais voilà, ce qu'on constate quand même, c'est que sur les dernières périodes un peu de mou dans la tech, c'est jamais resté plus comme ça très longtemps, jamais plus de 18 mois, que ce soit après la crise des subprimes ou la crise dot-com en 2000, pour les plus vieux, pour les boomers comme moi. C'est jamais resté plus de 18 mois. C'est jamais resté plus de 18 mois, c'est toujours reparti. Le marché a horreur du vide. Le vide, généralement, est comblé par, là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est les investissements dans l'intelligence artificielle. Yes, exactement. C'est impossible de timer le marché. Par contre, il y a des aspérités aujourd'hui sur le marché, il y a des investissements, des secteurs comme l'IA où ça continue et tu les as listés, Mehdi, en début de call. Donc, focussez-vous là-dessus. N'attendez pas que le marché reparte pour faire des big bets. Et tu avais Alexia, je fais un peu la passerelle qui te demandait en tant que CSM, est-il nécessaire de faire une formation de produit pour être plus crédible? Je donne un élément de réponse et je te laisse après répondre toi aussi, Mehdi, mais que ce soit pour les reconversions, les formations, etc. Effectivement, il faut aller chercher des formations hyper professionnalisantes, hyper concrètes, et derrière, lancer des projets et accumuler du track record. C'est insuffisant de faire un top bootcamp et d'aller postuler aujourd'hui. Si vous êtes dev, commencez un GitHub, commencez à travailler sur des projets. Si vous êtes designer, pareil. Il y a des boîtes comme The Kakatoes Theory qu'on adore qui proposent des design challenges. Allez-y, faites-les. Trouvez des projets freelance. Accumuler du track record et ça vous aidera mais tellement à vous démarquer. Et bien sûr, par exemple, si vous êtes designer, mettez-le dans votre portfolio. Si vous êtes mettez-le dans votre GitHub. Voilà. Vraiment, faut faire l'extra mile, en fait. C'est ça, tout en regardant les secteurs les plus prometteurs et se fixer là-dessus plutôt que d'attendre que le marché reparte au global, en fait. Ouais, moi j'ai une question à poser aux gens qui sont dans le live, aux personnes qui sont dans le live, c'est quelle communauté en fait vous recommandez de rejoindre, soit en design, que ce soit en dev, parce que vraiment la question des communautés aujourd'hui est de plus en plus cruciale. Rejoindre des communautés pour s'entraider, pour trouver des nouveaux challenges, pour échanger, enfin, vraiment elle est de plus en plus importante. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans le live les communautés que vous recommandez. Sujet important, quelle est la représentation des seniors dans la tech? Quel avenir pour eux dans notre secteur? Mon cher Laurent, retraite à 64 ans, hein, donc tu as encore de la marge. Mais non, au-delà de ça, enfin, nous, on voit pas de, si vous voulez, de discrimination autour de la seniorité. Après, enfin, la question est un peu ambivalente puisqu'on peut parler de senior en termes de poste ou de senior en termes d'âge, quoi. Sur les seniors, en termes de poste, clairement, il n'y a pas de, c'est des profils, on en aura toujours besoin, on aura toujours besoin. Et là, je vais même aller plus loin. Toutes les entreprises avec qui on discute en ce moment, vraiment toutes sans exception, ça c'est très dur pour les juniors ce que je vais dire, mais toutes recherchent plutôt des confirmés ou des seniors.
Et tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas le luxe d'aller moins vite, de former des gens, ou alors c'est des choses qu'on dira moins publiquement, mais c'est la réalité. On recherche plutôt des profils. Euh, le profil type qu'on recherche, que ce soit en lead tech ou en lead PM ou en lead product designer, c'est le profil avancé, donc senior, mais individuel contributeur. Donc, qui peut faire typiquement de la discovery, de la delivery, qui peut faire de l'archi, de l'infra et coder. C'est vraiment le profil type. Donc, ces profils-là ont de beaux jours devant eux. Et franchement, moi, j'ai tendance à penser personnellement, quel que soit votre âge, votre background, femme, homme, que sais-je, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sujet autour de ça. Il n'y a pas de sujet autour de ça. C'est la question de l'expérience et de l'impact qui prime. Ouais, c'est ton expertise, ton craft et ton impact, quoi. Il y a Ouais. Maxime qui te demande comment percer en tant que product freelance. Je trouve que ça pose une direction intéressante sur justement le freelancing aujourd'hui, particulièrement pour le product, mais aussi pour les autres métiers, sur les directions, selon toi, Mehdi. Ouais. C'est une très bonne question. Euh, il y a, ça ouvre pas mal à pas mal de questions, mais la question du freelancing, en fait, j'ai envie de dire, c'est pareil, ça se prépare, c'est comme une sortie de route, une sortie d'autoroute, ça se prépare. C'est pas quelque chose que tu as envie de faire à l'arrache. Et lorsque tu vas voir, je sais pas, une entreprise et que tu vends un projet product freelance, euh, en gros, tu as envie d'aller voir une entreprise qui a besoin de choses que tu as mises en place. Typiquement, tu vois, une entreprise qui a besoin je sais pas, de faire énormément de discovery sur du SaaS dans le marketing. Toi, tu as fait ça, tu as envie c'est quelque chose que tu peux revendre. Donc, en fait, tu arrives avec cette expérience, tu arrives avec des méthodes, tu arrives avec une connaissance marché. Donc, j'ai quand même tendance à penser que tu rentres par cette porte-là dans le monde du free. C'est un peu là où tu as le plus de pertinence. C'est un peu comme ça que tu te fais ton portfolio. Et ensuite, bah, une fois que tu as un premier portfolio, une première mission qui est partie, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile derrière. Mais honnêtement, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça. Je peux, Maxime, te mettre en relation ou alors te recommander quelques personnes qui sont extrêmement bons là-dedans. Mais regarde ce que fait, j'aime beaucoup ce que fait Maïssa, qui était Head of Product chez Live Mentor, Maïssa Emraj. Non, c'est pas Emraj son nom, j'ai oublié. Mais Si, bref, si, c'est tu ça, tapes. ouais. Ouais, c'est C'est bien ça, ça. ok, ouais, Avec Maïssa un Emraj. H. Ouais, exactement. Regarde ce qu'elle fait, essaie de rentrer en contact avec elle. Je fais du name dropping comme ça, la pauvre, elle va se prendre des mails. Mais elle a beaucoup, beaucoup de Elle est très recommandations cool. et elle est très cool, elle peut te répondre rapidement. Elle rejoint des communautés aussi de freelance qui s'entraident sur la réalisation de missions ou bien sur le partage de missions. Ça aussi, ça se fait pas mal. Mais globalement, quand tu es freelance, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on te paye pour une expertise. Donc, en gros, prépare en amont cette expertise pour pouvoir la revendre à des entreprises qui en ont besoin, quoi. Yes. Et peut-être une dernière question, puisqu'on atteint l'heure. On avait Ouais. Gary ou Géry, je ne sais pas si faut le prononcer à l'américaine, qui posait la question du marché des CTO en ce moment. Je crois que tu as déjà un peu répondu, Mehdi, partiellement en tout cas, sur le fait que bah, forcément, il est moins porteur maintenant que l'année dernière et que les top salaires au-delà des 100K allègrement s'en font beaucoup plus rares. Mm. C'est le cas sur tous les C-level. Il y a un ralentissement très fort. Donc, le marché est un petit peu moins porteur de ce côté-là. Il y a moins d'opportunités et peut-être aussi plus de talents sur le marché. Il faut le dire aussi, de ce point de vue-là. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai pour les head of product, les head of design. J'ai quand même le sentiment. En fait, les CTO, on en a besoin à chaque étape du développement d'une boîte. J'ai vu aussi la question revenir qu'il y a la différence entre head of CPO.
il y a des gens qui sauront beaucoup mieux répondre que moi à cette problématique, qui sont CPO aujourd'hui. J'aurais quand même tendance à penser que ça dépend du stade en fait dans lequel est votre entreprise. Donc en gros, plus ça va, plus vous avez besoin de quelqu'un qui va être plutôt CPO, qui va être au board, qui va faire de la stratégie long terme, qui va manager beaucoup de monde. Pour les CTO, on en a besoin à tous les stades. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand même la demande reste quand même importante, reste quand même forte. Mais côté salaire, réajustement, en fait, on en parlait, l'autre jour chez TPC. Le marché a été tellement porteur pour les CTO, pour les devs ces dernières années que on a été habitué à des niveaux de rémunération extrêmement élevés, notamment en freelance. Aujourd'hui, franchement, on voit des boîtes qui n'ont pas peur de dire non à un CTO qui est hors fourchette salariale. Donc, j'ai quand même tendance à penser que c'est un peu ça. Donc, et globalement, si on devait finir sur une touche, si on devait conclure et finir sur une touche une pointe voilà, résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, le- garder en tête quand même cette histoire de réajustement et garder en tête que du coup, ce que ça fait, c'est que ça crée des blocages, mais ça crée énormément d'opportunités dans des nouveaux secteurs, sur des nouveaux métiers, sur des nouveaux skills, et que c'est des opportunités à aller chercher maintenant beaucoup plus qu'avant. Et côté recrutement, que les profils restent quand même pas mal pénuriques, surtout les bons. Et mieux vaut avoir quelqu'un de senior, confirmé, bon chez soi, qui va abattre énormément et avoir énormément d'impact, plutôt que de se priver de ça de rater sa série A ou sa série B. Donc voilà, on va peut-être, je pense, je ne sais pas si Mathias, tu voulais ajouter quelque chose. Non, juste effectivement, n'hésitez pas à aller checker l'étude de nouveau, à regarder plus en détail les infos parce qu'elle est très précise et hyper profonde. Donc voilà, c'est sûr que vous y trouverez des réponses à vos questions. L'idée aujourd'hui, c'était de vous partager des insights plus quali. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-le dans le chat. On n'hésitera pas à refaire des formats comme ça. Si d'ailleurs il y a d'autres formats un peu dans ce type-là que vous aimeriez voir avec TPC, c'est vraiment le moment de nous balancer ça dans le chat parce que on est très preneur de, en fait, juste de connaître un peu ce qui vous intéresse aujourd'hui pour vous faire avancer dans vos carrières. Et voilà, c'est un peu la vocation de TPC, donc on espère que ça vous aide et qu'on vous retrouvera sur les prochains formats. Je vois beaucoup de merci, donc ça fait énormément plaisir, très chaud au cœur. Et sachez que toute l'équipe TPC est derrière, donc voilà. Merci à tous. Wow, on n'arrive même pas à lire ça. Yes, merci beaucoup. Ciao à Merci, tous. bonne soirée Bonne tout le soirée. monde.